Madame, Messieurs, merci de faire confiance à votre rendez-vous de la semaine Info 7. Nous sommes là pour décortiquer l'actualité de la semaine. Bonsoir et bienvenue à tous une fois de plus dans ce nouveau numéro qui a le plaisir de recevoir le président du mouvement Debout Congolais. Ce n'est pas le premier passage, mais c'est son premier passage pour l'année 2023. Dr Jean-Pierre Kankoumou Kandi, c'est avec lui que nous allons décortiquer l'actualité de la semaine qui reste dominée notamment par la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Bonsoir docteur. Bonsoir. Comment vous allez? Très bien. Et comment se porte votre parti politique? Toujours la même question. Voilà. Mon parti se porte bien. On doit toujours connaître quand même la santé de votre parti, non? Oui, certainement. Les partis se portent bien. Les partis se portent très bien? Oui. En cette période, une année 2023, qui est une année électorale? Certainement. Nous nous y attendons. Et aujourd'hui, déjà installé dans combien de provinces de la RDC? Nous avons presque atteint la totalité, puisque nous sommes dans le 20 provinces sur 26. 20 provinces sur 26? Oui. Mais on ne sent pas du tout votre parti. C'est puisque vous ne vous intéressez pas à nous. Mais si vous vous intéressez à nous, vous verrez ce que nous faisons sur le terrain. Sur le terrain, ouais. Qu'est-ce que vous avez déjà fait, surtout depuis cette année 2023? Voilà, l'année 2023, vous savez que c'est une année cruciale. Une année cruciale pour l'avenir de notre pays. Notamment, il y aura des échéances telles que les élections qui pourront probablement être organisées cette année. Donc, nous nous préparons aussi pour que demain la voix du mouvement Debout Congolais soit entendue à travers tous les pays. Je pense que vous le savez quand même, non? C'est le mois de mars. Et nous osons croire que le mouvement Debout Congolais a aussi une structure dédiée aux femmes. Certainement, c'est une année des femmes. Nous les rendons. Un mois de femmes. Les droits de la femme. Voilà, nous les rendons hommage pour tout ce qu'elles font pour nous. D'abord, elles sont mères. Et vous savez que pour qu'une cellule familiale puisse bien fonctionner, il faut un pilier. Les piliers, c'est la maman. Donc, nous les rendons hommage pour tout ce qu'ils font, toutes les mères du monde, pour tout ce qu'elles font, pour que la famille, qui est une unité sociale, soit prospère. Et quelle est la place qu'occupe la femme au sein de votre parti politique? Il faut dire que chez nous, nous prenons l'égalité entre l'homme et la femme. Donc, les femmes ont les mêmes droits et les mêmes devoirs que les hommes. Il n'y a pas une distinction. Et combien de femmes occupent des fonctions de responsabilité? Ah, il y en a beaucoup. Je ne vais pas commencer à citer ici, mais il y en a. Non, parce que vous parlez de l'égalité, je suppose que c'est 50-50. Vous savez, ça c'est dans le monde entier, que ce soit en Europe ou que ce soit ici ou ailleurs. Il est vrai que même dans la législation où il est prévu qu'il y ait égalité ou équité entre hommes et femmes, eh bien, vous trouverez toujours qu'il y a plus dans certains métiers en tout cas, il y a plus d'hommes que de femmes, ou soit plus de femmes que des hommes. Je donne un exemple dans le domaine où je suis dans le domaine médical. Vous trouverez que dans les corps infirmiers, il y a plus de femmes que des hommes. Donc, ça c'est le choix personnel d'une personne. Mais les portes sont ouvertes et les chances sont données à tout le monde de façon indiscriminée. Alors, au jour d'aujourd'hui, en République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, président de la RDC, quel est l'état des lieux de droit de la femme? Ok. Je pense que notre constitution, comme je vous ai dit, elle prévoit l'égalité entre l'homme et la femme. Néanmoins, vous ne trouverez pas comme dans d'autres pays européens où au niveau salarial, pour la même fonction, la femme touche moins que l'homme. Ou d'autres cieux? Oui, certainement, je vous dis. Oui, il y en a. Par exemple, en France, les femmes sont en train de limiter, de militer plutôt qu'ils aient un même salaire pour les mêmes fonctions que l'homme. Donc, c'est quelque chose qui, dans les siècles passés, sur les préjugés, on a essayé de
traiter les femmes différemment, mais actuellement, parce qu'aujourd'hui, on estime que ce n'est qu'en RDC, ailleurs, sous d'autres cieux, c'est 50. Allez en France. Mais avec cet exemple que vous venez de donner allez en France, vous trouverez une femme PDG ne touche pas le même salaire qu'un homme PDG. Une femme qui a les mêmes fonctions, elles sont en train de se battre pour que, elle soit traitée de façon égale, équitable, comme on traite les hommes. Et partout ailleurs, je pense que les gens ont compris. Ça, c'est ailleurs et en République démocratique du Congo, et surtout qu'on a un président, Félix Tshisekedi, lorsqu'il est arrivé, il a manifesté cette volonté d'appliquer cette disposition. D'ailleurs, dans la loi électorale, on a essayé de privilégier les partis qui, dans leur programme, laissent la place aux femmes. Donc, dans la Constitution, même dans les actes que le président de la République pose, il y a toujours une femme réservée spécialement. On fait de telle sorte que la femme puisse être là. Dans notre gouvernement, il y a des femmes. Au Parlement, il y a des femmes. Donc, dans votre société des médias, la preuve que c'est vous qui m'interrogez, ce n'est pas un homme qui m'interroge. Mais le pourcentage. Mais le pourcentage. Le pourcentage, je vous ai dit. Est-ce que la femme congolaise aujourd'hui est consciente qu'elle doit se battre pour l'égalité de chance? Parce que c'est... Elle n'a plus à se battre puisque la loi est là. Tout est fait qu'elle ne doit pas se battre. Néanmoins... Mais parce que cette loi existe, mais dans les faits, c'est autre chose. Néanmoins, nous ne devons pas rester naïfs. Ça ne doit pas dire que la femme est égale à l'homme sur les plans des discours. Il faut que sur les plans des actes, cela puisse se matérialiser. Et je pense qu'on n'a pas construit l'homme en un jour. L'homme a été construit au fur des années. Et nous pensons qu'il y a 20 ans, 30 ans, il n'y avait pas autant de femmes intellectuelles. Souvent, on avait réservé les filles, je me souviens, ma grande sœur, on disait, la femme disait non, elle va se marier, il ne faut pas qu'elle fasse de grandes études. Mais cette la place était à la cuisine. Okay, voilà, mais cette façon de réfléchir est révolue. Aujourd'hui, mes enfants, j'ai des filles qui ont fait des universités. Et dans votre territoire, votre village, c'est révolu aussi? Mais je pense, c'est ce que je vous dis, Rome n'a pas été construit en un jour. Donc, petit à petit, c'est comme une tâche d'huile. Donc, il y a toujours et encore à faire. Il y a encore à faire. Je n'ai pas dit que tout était fini. J'ai dit qu'il ne faut pas être naïf. Il faut continuer à parler et à éduquer surtout nos enfants. Éduquer nos enfants dès l'école primaire, dès l'école secondaire. Les filles comme les garçons, ils sont tous égaux. Les filles et les garçons doivent tous aller à l'école, doivent tous aspirer au bien-être. C'est surtout ça l'essentiel. Est-ce que là, dans cette disposition, oui, l'égalité de chance, l'homme peut aussi jouer un rôle? Et quel est le rôle que l'homme doit jouer? Certainement, puisque l'homme au début était, si je peux m'exprimer comme ça, les piliers étaient celui qui décidait pour tout. Ok? Actuellement, l'homme doit céder la place à l'homme. Même dans notre petite cellule familiale, je ne vais pas venir là comme un Rambo, j'impose tout. Non, je dois écouter aussi ce que mon épouse me dit, les remarques qu'elle me fait, ses désirs, et on doit avoir un dialogue familial. C'est ce qui fait la puissance d'une cellule familiale. Et la cellule familiale, à mon avis, est l'image même de ce qu'est être un pays. Dans un pays où les droits des femmes sont bafoués, où les femmes ne sont pas considérées, c'est un pays qui ne va pas avancer. Donc c'est pour ça que je vous dis, oui, l'homme a un rôle à jouer, c'est rendre compte que pour son propre développement, il doit associer un partenaire. Et les partenaires les plus cruciaux, c'est la femme qui est proche de lui. Madame, Messieurs, prenons à présent le premier dossier de notre rendez-vous de la semaine, Info 7. Dans notre pays, on a constaté que, et ça nous revient toujours, que nous faisons toujours les cérémonies de pose des premières pierres, et par la suite, on ne vient pas déposer la dernière pierre. Parce que souvent les entreprises qui sont engagées pour nous accompagner
disparaissent après la pose de la première pierre. Je ne voudrais pas que ce soit le cas pour les PST, parce que dans tous les cas, tous les provinciaux que vous voyez ici sont déjà prévenus. Ils seront ici et passeront chaque mercredi pour suivre l'évolution des travaux. Alors évitez la prison, parce que si ça n'évolue pas, ce que nous ferons nous-mêmes, c'est de vous saisir et vous conduire directement devant l'autorité judiciaire la plus proche. On ne va pas dire parce qu'il y a des caméras, on va dire c'est l'arbitraire, non. Dans les codes de procédure pénale, il y a une obligation générale qui pèse sur tout témoin d'une infraction flagrante intentionnelle de se saisir du suspect et le conduire directement devant l'autorité judiciaire la plus proche. Mais je sais que ça ne sera pas votre cas. Vous allez nous accompagner. Donc, il faut être sérieux. Nous voulons repasser ici dans 7 mois pour inaugurer ces bâtiments. Vous avez la responsabilité de nous faire 30 écoles au travers de la République, mais nous commençons avec 9 à Kinshasa, c'est ça. Et donc, nous voulons voir vraiment un projet qui commence et qui s'achève à la lumière du jour et à visage découvert. L'Observatoire volcanique de Goma, capitale du Nord Kivu, en République démocratique du Congo, a alerté lundi soir sur la présence d'une lueur ardente au sommet du volcan Nyamulagira, voisin du Nyiragongo. Les données sismiques indiquent un mouvement de magma de faible profondeur vers le cratère central. En cas d'éruption sur le flanc, la lave s'orienterait dans le parc national de Virunga. De quoi rassurer ainsi une population qui a encore en mémoire l'éruption du Nyiragongo en mai 2021 qui avait fait 32 morts et détruit plusieurs centaines de maisons à Goma. L'activité du Nyamulagira est donc loin de menacer la capitale du Nord Kivu. Ces précédentes éruptions se sont dirigées dans le parc de Virunga ou vers des routes proches. Mais il est recommandé aux aviateurs de tenir compte de la direction du vent en survolant la région. Il est question d'outiller les cadres du ministère de l'Éducation et des formations professionnelles avec une programmation et une gestion efficace du budget du secteur éducationnel. Basé sur la stratégie sectorielle en RDC, le document des références est constitué des 3 axes dont la gouvernance qui inclut la gestion des ressources humaines et financières du secteur de l'éducation. Le renforcement de la bonne gouvernance accorde une place de choix aux réformes des finances publiques. Pour y parvenir, une batterie de mesures ont été articulées autour de 3 principaux objectifs stratégiques, dont la rationalisation des dépenses par l'instauration des budgets programmes. Car les finances publiques doivent constituer le levier essentiel des axes d'intervention du gouvernement dans le cadre de la modernisation de l'administration, de la bonne gouvernance, assise sur une gestion axée sur les résultats. Invité à ces assises, Piero Kasenamoko, secrétaire général au ministère du Budget, parle de l'affectation des ressources au secteur de l'éducation sur base des objectifs à atteindre. À cette occasion, il sera question de partager et d'échanger sur quelques notions théoriques relatives à la loi des finances publiques en cours d'exercice, comme outil pour sa mise en œuvre d'une part, et de procéder à quelques cas pratiques en rapport avec la budgétisation programmatique d'autre part. Le ministère du Budget loue cette opportunité qui d'aucuns ne souhaiteraient rater et compte sur une forte implication de tous les participants à cette activité en vue de s'imprégner des notions essentielles pour une meilleure mutation dans le secteur de l'éducation. Notons par ailleurs que la gouvernance est en ce jour l'axe central de la stratégie du développement du secteur de l'éducation en RDC.
Docteur Jean-Pierre Kankou, quelle est votre lecture du social du peuple congolais depuis l'avènement de Félix Antoine Tshisekedi à la tête de la RDC? Je pense que cette question, je vous l'avais déjà répondu il y a quelques mois lors d'une émission toujours avec vous. Je vous avais dit que oui, le président a travaillé beaucoup. Et qu'à cette époque, je vous avais dit qu'il y avait un côté qui restait un peu et à ces jours, inquiétant. Ce côté inquiétant. Dans le sens que du côté social, il fallait penser au panier de la ménagère. Et dès lors, je peux vous dire, il y a eu quand même un avancement dans ce sens-là. Panier de la ménagère? Laissez-moi vous... Oui, démontrer cela à cette population qui est en train de vous suivre. Certainement, il y a eu des décisions qui ont été prises pour que demain ou après-demain, les choses s'améliorent. Je ne peux pas dire que les choses sont restées stationnaires, que le gouvernement n'a rien fait. Ok? Mais ce n'est pas en un jour, puisque quand vous posez la question, vous avez l'air de dire que le président a une baguette magique. Poup, on transforme de l'eau en vin. Non. Et je vous ai dit encore que cette législature qui s'achève n'a pas été une législative facile. C'est ça le discours que vous allez donner au peuple congolais? Non, il faut que le peuple sache la vérité. Parce que lorsque Félix Tshisekedi qui... Allez-y. Il faut dire la vérité à la population. Il ne faut pas faire des promesses dont vous ne saurez pas tenir. Il faut dire à la population les enjeux, les difficultés qu'il y a. Où est-ce que nous avons été, où est-ce que nous sommes et où est-ce que nous allons. Ok? Le peuple sait d'où nous venons. Qu'est-ce que sont les difficultés que le gouvernement a eues. Les promesses que Félix Tshisekedi avant qu'il ne soit à la magistrature et même lorsqu'il a pris le pouvoir, ces promesses. Mais ces promesses, je ne dis pas qu'il n'a pas promis. Oui, c'était sa vision des choses, c'est ce qu'il voulait réaliser pour les peuples. Mais la population l'attendait là. Laissez-moi vous dire. C'est pas parce qu'aujourd'hui, je vous ai promis, demain, vous aurez ceci, vous aurez cela, qu'à l'heure même, ça se réalise. C'est-à-dire que dans mes ambitions, je sais vos doléances, je sais ce qu'il vous faut pour que vous soyez plus ou moins bien. Donc, je travaille pour atteindre cet objectif-là. Et je pense que ces gouvernements, le gouvernement de Lukonda a travaillé beaucoup pour que nous y arrivons. Je vous donne un exemple. Pour que demain, chacun se retrouve socialement bien, il faut que nous ayons des finances solides. Vous savez ça, madame. Il faut que nous ayons des finances solides. Si nous n'avons pas de finances solides, si nous n'avons pas un contrôle des finances, s'il y a les détournements, s'il y a la KBJ de ce qui est dans les trésors publics, eh bien, nous n'irons nulle part. Donc, nous devrions commencer par les finances. Et je peux vous rassurer. Vous commencez par les finances. Laissez-moi. Mais c'est bien dit, vous commencez par les finances. Laissez-moi. Détournement, aujourd'hui. Attendez, laissez-moi vous dire. Ben, continuez. Nous devrions commencer par les finances. Contrôle des finances. OK? Permettre que les budgets de l'État puissent grossir et faire les dépenses qu'il faut. Et je pense que de ce côté-là, ce gouvernement a fait tout. Je vous ai toujours dit, du côté des finances, le ministre des Finances a fait un travail de titan. Laissez-moi arriver. Je peux vous dire que jusqu'il y a 2 ans, quand on est encore avec FCC, notre budget était de 4 milliards. Je vous ai dit ça. Oui, c'est bien aujourd'hui, mais permettez-moi de poser quand même la question parce que vous avez maintenant ce finance aujourd'hui, mais on ne le sent pas dans les paniers de la ménagère et cela inquiète la population, non? Je vous avais déjà dit, c'est pas puisque vous êtes un père de famille, ok, vous avez un salaire de 1000 $, et vous n'arrivez pas à vivre. Du jour au lendemain, ça devient 1500 $. La situation à la maison va s'améliorer. Attendez. Tout d'un coup, vous allez vous dire, oh, j'ai 1500 $.
vous commencez à dépenser. Vous allez d'abord vous dire, ok, j'ai 1500 $. Qu'est-ce que je mets à côté comme épargne en cas de soucis? Qu'est-ce que je dois faire? Quelles sont les priorités? Vraiment les priorités vitales. Ok? L'éducation a été une priorité vitale, madame, si vous savez ça. Oui, éducation. Au même moment, on a un ventre affamé. Attendez, j'arrive. L'éducation a été une priorité vitale. Ok? Il y a beaucoup de secteurs qui ont été des priorités vitales. On a boosté. Et je vous avais dit, les présidents à son calendrier. On va étudier avec un ventre affamé. Non, attendez. Les présidents à son calendrier, en fonction des priorités de notre population, il va pas par pas. Cela ne veut pas dire qu'en un jour, ou en une année, ou en une législative, le président va résoudre tous les problèmes socialement qui se posent. Ok? Nous comprenons très bien. Est-ce que les salaires des fonctionnaires n'ont pas été augmentés? Est-ce que les médecins qui faisaient grève aujourd'hui ne sont pas satisfaits? Ah, vous êtes satisfait parce que vous êtes médecin? Non, je vous dis puisque vous êtes satisfait? Non, je vais vous dire une chose. Les médecins ont fait grève ici pendant des mois et des mois. Est-ce que il y a encore la grève? Mais dites-nous parce que vous êtes médecin. Mais je vous dis, vous êtes satisfait. Mais je vous dis, je ne peux pas dire que je suis satisfait à 100%. Il n'y a personne qui peut être satisfait à 100%. Il voudrait toujours avoir... Mais le gouvernement a répondu à vos préoccupations. Le gouvernement a répondu. Il n'y a plus de grève. Les médecins ont été mécanisés. Ils ont eu ce qu'ils voulaient. Donc ça, c'est la grève. Non, laissez-moi arriver jusqu'au bout. Docteur Jean-Pierre Kankou, nous vous avons vu dans le Kasaï à Kananga. Vous étiez avec le secrétaire général de l'UDPS. Lors d'une sortie médiatique, Augustin Kabouya lie la situation économique actuelle à la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC. Vous pouvez nous expliquer? Reposez votre question, je ne la saisis pas. Vous étiez avec Augustin Kabouya à Kananga. Oui, je l'ai accompagné en tant qu'allié de l'UDPS. Et lors d'une sortie médiatique, Augustin Kabouya a lié la situation économique actuelle de la RDC à la situation sécuritaire dans l'Est. Alors, mais je comprends peut-être que les gens, comme vous aussi, je vois que vous n'avez pas compris. Je vous explique pour que vous puissiez... Je vous pose cette question pour expliquer. Alors, expliquez seulement, ne tergiversez pas. Ok, certainement. Je vais donner beaucoup plus d'éclaircissement comment cette situation à l'Est peut être liée économiquement à notre situation actuelle. Vous n'êtes pas sans savoir. Dans une période tout à fait normale, vous avez un budget. Ce budget est calculé sur l'année. Il y a des impondérables qui peuvent peut-être coûter selon la gravité des choses. Mais actuellement, vous savez que nous avons une situation que nous déplorons tous. La guerre à l'Est. Vous vous souvenez quand je suis passé ici, je vous ai dit, celui qui veut la paix prépare la guerre. Le Rwanda nous a imposé une guerre. Nous allons parler de la guerre. Nous allons parler de la situation sécuritaire. Mais cette guerre coûte beaucoup d'argent. Quand le président de la République, je vais vous dire une chose, quand le président de la République a pris le pouvoir, notre armée n'était pas équipée, il n'y avait pas, elle était infiltrée. On n'avait pas l'armée. Je peux vous dire, il n'y avait pas d'armée. Aujourd'hui, il y en a. La première chose, il fallait restructurer l'armée. Acheter le matériel. Nous allons parler de la situation sécuritaire. Maintenant, c'est la situation économique. Mais tout ça, ça coûtait de l'argent. Ça veut dire que tout ça, les budgets qui étaient réservés pour telle chose, on a coupé dedans pour privilégier. Il n'y a pas. Mais au début, là, on était à un taux de 2000. Il n'y a pas plus important. C'était un taux de 2000. Le taux d'échange était de 2000. Il n'y a pas plus important que la paix pour prospérer. Donc, ce n'est que normal qu'avec la gravité de la situation à l'Est, et ce que ça implique en termes de budget ou de finances, et qu'on se retrouve un peu à court dans d'autres domaines. C'est vrai que économiquement, la situation à l'Est ne nous arrange pas.
Et que répondez-vous à ces personnes qui, face aux propos d'Augustin Kabouya, parlent d'un échappatoire pour essayer de cacher l'incapacité du régime Félix-Antoine Tshisekedi à améliorer le social des Congolais? Non, c'est les gens de mauvaise foi. C'est des gens de mauvaise foi tout court. Quand on a un peu du jojote dans la tête, allez, je donne un exemple. Prenez l'exemple d'une petite cellule familiale. Ok, vous êtes chez vous, on vous apprend que tel est mort là-bas, tel est mort là-bas, tel est mort. 5 ou 6 personnes sont mortes. Et vous êtes le seul qui les prenait en charge. Vous allez pouvoir, vous êtes obligé d'intervenir. C'est dans votre budget là que vous avez toujours. Il est normal que ça crée un déséquilibre dans la famille. Les jours où vous devriez manger, déjeuner, prendre du jambon, fromage, vous allez vous priver un peu du fromage. Hein? Mais les gens ne comprennent pas ça. Les gens ne doivent pas juger sans réfléchir. Oui, social. Mais ils ont quand même raison lorsqu'on ne voit que le social, là, c'est les petits peuples. Oui, mais les membres du parti au pouvoir, certains aujourd'hui, ils ont toujours bonne mine, ils roulent carrosse, ils sont bien. Et ça inquiète la population qui se pose la question, mais l'économie, la situation économique, c'est juste pour les petits peuples, quoi. Les gens trouvent toujours des arguments trop courts. Des arguments trop courts. Très raccourcis comme ça. C'est faux et archi faux. Ce qui est vrai, notre pays, économiquement parlant, n'est pas encore à la hauteur de ce qu'il présente comme richesse. Nous sommes tous d'accord dans tous les domaines. Ok? Il ne faut pas se voiler la face. Au lieu de critiquer, nous devons nous mettre tous à table. Les opposants, comme ceux qui nous gouvernent, qu'est-ce qu'il nous faut demain pour que notre pays avance? Qu'est-ce qu'il nous faut demain pour que nos enfants, nos petits-enfants aillent à l'école comme les autres enfants ailleurs? Que nos petits-enfants, on sache les renvoyer à l'hôpital pour se soigner quand il y a un souci de santé. Qu'on sache les habiller. Cette question... Ça, au lieu de parloter, dire des choses inutiles, des choses pour seulement dénigrer, sans apporter. Je préfère quelqu'un qui critique. Je préfère quelqu'un qui critique, mais qui apporte une critique positive. Pas quelqu'un qui critique, qui ne propose rien, mais il est là pour critiquer, ça ne vaut pas la peine. Avant de le troisième dossier, d'abord cette question, un internaute qui s'interroge. Vous êtes fier aujourd'hui d'être dans un régime, le régime de Félix Tshisekedi, mais dans un système de l'ancien régime? Madame, vous me connaissez, je n'ai pas ma langue dans la poche. Puisque je vous ai toujours dit, moi, je ne suis pas politicien, je suis un homme politique. Ok? Je ne fais pas de la politique politicienne, je suis un homme politique. Je me suis engagé dans la politique et mon parti s'est engagé, c'est pour servir les peuples. Quand il faut servir les peuples, il faut savoir dire là où ça va, là où ça ne va pas. Vous me dites, si je suis content ou satisfait de ce qu'est la politique. On ne parle pas de la personne de Dr Jean-Pierre Kankou. Oui, mais de pouvoir, parce que vous êtes allié à l'UDPS. Je suis allié. Je vais vous dire, il y a des choses pour lesquelles vraiment ça a été des grands succès, des choses pour lesquelles ça a été probablement, je peux dire, un fiasco. Lesquelles par exemple? Fiasco. Je vais vous dire une chose. L'état des droits est un fiasco. Ah, l'état de droit est un fiasco. L'état des droits est un fiasco. Nous n'avons pas réussi. Laissez-moi vous parler. On y va. Nous n'avons pas réussi. Nous n'avons pas réussi à imposer. Pour quelles raisons? Ça, c'est ce qu'il faut. Nous cherchions. Pourquoi nous avions ça comme priorité et nous n'avons pas réussi? Quels sont les éléments qui ont fait que nous n'avons pas réussi? Qu'est-ce qu'il fallait faire pour que nous réussissions et que nous n'avons pas fait? Et qu'est-ce que nous avons fait et que nous avons fait mal pour que nous échouons à imposer ça? L'état des droits jusqu'à aujourd'hui, la justice est restée comme dans les temps.
Vous comprenez? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ok. Mais je vous dis, la justice, l'appareil judiciaire est resté comme dans les temps. Oui, qu'est-ce qui n'a pas marché pour que la situation reste mais c'est pour comme cela, dans les temps? moi, je ne vais pas aujourd'hui venir devant la population vous dire ceci, c'est là, c'est là. Je ne vais pas critiquer comme ça. Je sais mes réponses. Moi, dans mon parti politique, nous avons fait des analyses. Et ces analyses, nous les envoyons souvent ou nous partageons souvent à qui des droits. Ok? Non, mais je reconnais que l'état des droits aujourd'hui, nous avons... Mais dites-nous, selon vous, selon votre parti, pourquoi la situation en ce qui concerne l'appareil judiciaire n'a pas changé? Vous savez, quand les gens, je parle de l'appareil judiciaire, la plupart des gens qui sont là ont vécu dans un système où les mentalités étaient telles que, même quand vous avez raison, quand vous êtes dans vos droits, il faut payer. Oui. La plupart des gens. Écoutez, je dis vrai, hein, il ne faut pas que je... Non, ça a existé. Il y a des gens qui continuent toujours avec cet esprit-là. Vous les connaissez? Je ne vais pas citer les noms. Mais, ces gens-là, si nous décidons, ok, on les met tous dehors. Là, qui est-ce qui va reprendre les relais? Il faut le temps de former des jeunes gens avec de nouvelles mentalités. Voir pourquoi ça continue. Où est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il faut faire pour que les mentalités changent réellement. Et puis, il y a autre chose. Et quoi? D'autres mesures qu'il faut prendre. Lesquelles? Je pense que quand vous faites quelque chose qui va contre la loi, il faut être puni. L'impunité des magistrats, l'impunité des gens qui tiennent l'appareil judiciaire. S'ils sont punis, et sévèrement, je pense que ça changerait. Le président de la République, une fois arrivé, et parmi ses priorités, c'était l'état de droit. Il a plusieurs fois, nous avons vu les changements au sein de l'appareil judiciaire. Est-ce que vous êtes en train de dénoncer le mauvais casting de Félix-Antoine Tshisekedi? Je vais vous dire une chose. Vous êtes des journalistes. En un mot, parce qu'on doit prendre... Non, je ne dénonce pas. Les castings, on les fait dans un groupement d'hommes et de femmes. Si ce groupement a déjà été taré, vous allez prendre toujours les gens qui sont là. Les temps que vous pouvez les recadrer, vous n'allez pas inventer, vous allez prendre toujours dans ces groupes de gens qui sont déjà tarés. Vous n'allez pas inventer un autre groupe. Donc, quand le président choisit quelqu'un par rapport à ses qualités professionnelles et que sur place, on lui donne, puisque le président regarde les qualités professionnelles, les compétences, et qu'on vous met que sur le plan d'éthique, vous n'avez pas d'éthique, le président ne peut pas savoir comment vous vous comportez et tout ça. Hein. Madame, Messieurs, place à présent au deuxième dossier de notre rendez-vous de la semaine. Les acquéreurs du site de Kindobo, précisément de la cité Ewa Ansele, disent avoir été surpris de voir plusieurs éléments de la garde républicaine déployés depuis le 4 novembre 2022 sur leur site, empêchant ainsi tout accès. Sous la protection des 10 éléments, des personnes inconnues des acquéreurs ont détruit leur maison, pillé et emporté les matériaux de construction et d'autres biens. Alerté, la SADO condamne fermement l'utilisation de méthodes rétrogrades qui accentuent les injustices et consacrent l'impunité dans cette affaire qui ternit l'image du régime en place dont la devise est « le peuple d'abord ». Elle formule à cet effet plusieurs recommandations au chef de l'État et au ministre des Affaires foncières. La SADO recommande au président de la République de s'assurer que les éléments de la garde républicaine respectent les lois de la République, la propriété privée et qui ne sont pas détournés de leur mission. 2. Faire évacuer et sanctionner les éléments de la garde républicaine qui occupent illégalement les terrains appartenant à autrui dans les sites Kindobo. 2. Au ministre des Affaires foncières de respecter les arrêtés
signé par lui et publié au journal officiel consacrant la propriété des acquéreurs sur les parcelles qui font l'objet du conflit actuel. Associer les acquéreurs et ou leurs avocats à toutes les commissions qui seraient mises en place pour régler ces conflits. Les victimes souhaitent être rétablies dans leurs droits. Déposséder quelqu'un de son bien sans raison, pour rien, c'est de l'insulte, tout simplement. Selon la SADO, l'insécurité juridique concernant l'acquisition des propriétés foncières devient de plus en plus grande en RDC, tant en ce qui concerne les terrains résidentiels que ceux ruraux. À ces jours, plusieurs autres arrêtés ministériels auraient été pris pour attribuer le même site des Kindobo aux Indo-Pakistanais. L'Union sacrée de la nation Haut-Katanga informe toute la communauté tant internationale, nationale que haut-katangaise en particulier, qu'après certaines investigations et sources concordantes, il serait bien clair et évident que ce sont des politiciens en mal de positionnement, ceci en connivence avec certains fournisseurs étrangers pour bloquer leur stock de farine, de maïs et ainsi entraîner la hausse des prix. Les mécontentements de la population que nous portons à cœur d'ailleurs. Torpiller le processus électoral, l'unique voie légale pour accéder au pouvoir, dans le but malsain de salir la réputation du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne ménage aucun effort pour le bien-être de la population haut-katangaise. Ainsi, ces détracteurs s'en prennent au digne représentant provincial du chef de l'État, son Excellence Jacques Kiabula Katwe Wandani, pour des raisons occultes. Nous en appelons à une vigilance tous azimuts et vous demandons de signaler en toute urgence tout cas suspect de personnes suspectes d'une part et de toute personne morale ou physique qui cacherait des stocks de farine de maïs dans leurs dépôts afin de créer de la rareté et entraîner ipso facto la flambée des prix et donc la famine d'autre part. Chers compatriotes, l'heure a sonné. L'Union sacrée de la nation vous rassure de la tenue effective des élections dans les délais constitutionnels. Car ce sont ces politiciens véreux qui tiennent à chambarder le processus électoral parce qu'ils sont convaincus déjà de l'électorat certain de Fachi Beton, président de la République 2023. Nous sommes ici dans la commune de Kisenso. Le quartier Libération est à ce sujet menacé par une tête d'érosion. Plusieurs logements dans ces milieux se sont déjà emportés à cause de cette catastrophe. L'école EP3 Livoulou est également en danger. Si rien n'est fait au regard de l'avènement de la saison des pluies, cet établissement scolaire risque aussi de disparaître. D'où le SOS lancé ici par cet enseignant. L'État a tiki biso boye, école ko kendeka bongo. Na pembeli na biso awa bozo filmer bozo mona érosion a monene zo salama awa. Na temps oyo eza to koti eza tamoko oyo eza keno mbula ekobeta makasi. To yebite si par exemple que école na biso ko exister par rapport à érosion oyo toza nango pembeni na biso ya école. Donc to sengi na l'État congolais a aider biso d'une façon que non ya ko sala que non érosion oyo et longwa. Cet enseignant a également déploré l'insécurité qui sévit dans ce coin de la capitale. Toza na insécurité makasi, école na biso eza clôturé té, eza insécurité makasi. Tant que ki sensu biso penza awa kuluna vraiment eza makasi. Sikona bana na biso enseignant toza na insécurité moko donc ça ne va pas. Rappelons que cette tête d'érosion observée sur la route de la Libération de la commune de Kisenso a démarré juste après l'arrêt de travaux de construction de la dite route. Il y a de cela plusieurs mois. Vous avez suivi ce que dénonce Azado. Ce n'est pas le seul cas que nous avons ici. Tout ce que je vais dire, c'est sous réserve, puisque je ne connais pas le fond du dossier. S'il en est ainsi, et que
les gens profitent ou utilisent les trafics d'influence, ou que des magistrats corrompus, que des fonctionnaires de l'État corrompus, il y en a sans vergogne, qui font ce genre de choses. Il faut que l'autorité qui a le pouvoir d'interpeller ces gens, et ces gens soient interpellés et traduits en justice ou suspendus de leurs fonctions. Aucun Congolais ne peut être dépouillé de ses biens. Aucun Congolais. Au profit des expatriés. Voilà, en plus au profit. Mais je vais vous dire une chose, nous sommes parfois mentalement aliénés. Quand on voit un homme blanc ici, une peau blanche, les gens tremblent. Ces gens... Les gens sont complexés. Laissez-moi vous dire. Oui, je vous dis. Il faut aller en Inde, aller au Pakistan. Vous êtes Congolais, même si vous êtes compétent, ils ne vont même pas vous engager. Mais ici, les étrangers commencent à faire même des petits commerces réservés aux nationaux. Je vais vous dire une chose. C'est puisque nous sommes complexés, nous sommes encore aliénés mentalement. Nous pensons que c'est l'homme blanc ou celui qui a la couleur blanche est meilleur que nous. C'est nous-mêmes qui nous vendons. C'est l'État parfois. C'est l'État. L'État n'autorise pas ça. C'est des individus par cupidité. Ils posent des actes au nom de l'État congolais. Les gens qui n'ont pas l'amour de leur pays. Comment peut-on expliquer en RDC, à Kinshasa, nous voyons des étrangers en train d'exercer des petits commerces? Attends, je vais vous dire une chose. Cela n'est pas un problème s'ils sont des résidents. Vous pouvez aller en Europe, vous devenez résident. Non, mais que dit la loi? Mais attends, oui. On dit c'est réservé aux nationaux. Si c'est réservé aux nationaux, appliquez la loi. Ni plus, ni moins. C'est là qu'il faut interpeller maintenant les autorités provinciales, les gouverneurs de la province de Kinshasa. Ok? La loi dit ceci, expliquez-nous ça. C'est pour ça qu'ils sont là. Il faut savoir interpeller les autorités. Ils ne sont pas seulement gouverneurs, oui, je suis gouverneur, il roule dans de belles voitures, ceci. Non. Puisque sans la population, sans ces gens-là, ils ne sont rien. Ils sont gouverneurs, ils ont le pouvoir, puisqu'il y a des gens, il y a les petits gens là qui existent. Ok? Je vous dis, je ne connais pas très bien ces dossiers. Avec beaucoup de réserves, je me dis, s'il en est ainsi comme on présente les choses, les gens doivent savoir se révolter. La population doit savoir se révolter. Tant que la population ne se révolte pas, eh bien, ces gens vont continuer à agir. Elle doit se révolter en faisant quoi? Oh, il y a mille et une façons de se révolter. Ok? Il y a moi, je dis à la population, dans des cas pareils, il ne faut pas vous laisser faire, il faut se révolter. C'est là où je dis que nous n'avons pas encore l'état des droits. L'état des droits est un fiasco total. L'état des droits est un fiasco total. Aujourd'hui, IDPS était reconnu par ses slogans « Le peuple d'abord ». Que reste-t-il du peuple d'abord? Je vous dis, cette vision des choses était noble et louable. Le peuple d'abord. Et je vous ai donné un exemple. Oui, l'IDPS a pris le pouvoir. Qu'est-ce qu'il a trouvé? Il a trouvé un groupe de gens. Et même déjà tarés, comme j'ai dit. Bon, il choisit. Quand il choisit en fonction de leurs compétences. Mais sur le plan éthique, ces gens-là ne valent absolument rien. Vous leur donnez des responsabilités, eh bien, celui qui a volé un œuf volera un bœuf. Ils ne changeront jamais. C'est pour ça que je dis, même tous les députés qui sont là au Parlement, la plupart ont été nommés. Et ces gens-là, tu as vu quand il y a eu l'enrôlement, ils se sont mis encore dans la population. Enrôlement, je serai candidat. Je dis ça au peuple congolais. Tout ce qui a été trempé dans la mauvaise gestion, ne votez pas, vous pouvez bouffer son argent. Ceux qui n'étaient jamais rentrés dans leur fief pendant les vacances parlementaires, mais qui sont partis juste on les a vus. Le peuple n'est pas naïf. Moi, je ferai ma campagne si ne votez pas ces gens-là. Ah. Oui, je dirais la population. Une liste de toutes ces personnes? Je n'ai pas à donner la liste. La population, c'est tous ces usurpateurs-là. Donc, je n'aurais pas montré, mais je vais sensibiliser la population pour dire, ne vous laissez pas
arnaquer encore par ces gens-là. Ok? Je vous donne il y a beaucoup à dire, madame. Ça voudrait une émission où je vais vous parler, vous détailler sur les plans politiques. Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce que ces gens-là, il faut? Donc, passons. Je vous dirais seulement que l'état des droits n'y est pas. S'il y avait l'état des droits, réellement, ces gens-là, on ne les verrait même pas encore dans la rue, aller encore dire « votez-moi, votez-moi ». Vous comprenez? Nous n'avons pas... La liberté aussi, non? Oui, c'est la liberté. Ouais. Mais la liberté, ok, on va les laisser partir. Mais ces gens-là, beaucoup se seraient trouvés peut-être en prison, ils n'auraient même pas le temps d'aller faire la campagne. Merci beaucoup, madame, messieurs. Prenons à présent le troisième dossier. Rentrée parlementaire à la Chambre basse et à la Chambre haute du Parlement de la République démocratique du Congo. On en parle. Les élus nationaux ont repris ce 15 mars 2023 le chemin de l'hémicycle. Dans son allocution d'ouverture de cette session ordinaire de mars, le président de l'Assemblée nationale a dressé un tableau sombre de la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Au cours de nos vacances parlementaires qui viennent de s'achever, notre pays a été frappé par des événements malheureux qui ont semé la mort et créé la désolation au sein de notre population. Il s'agit notamment des actes de barbarie régulièrement dirigés contre nos compatriotes du Nord Kivu, de l'Ituri et du Tanganyika par les groupes armés terroristes opérant dans la partie est de la République. La mort n'a pas non plus épargné certains de nos compatriotes, victimes pour les uns de noyades suite aux inondations provoquées par les pluies diluviennes tombées sur la ville de Kinshasa au début de cette année et pour des autres de diverses maladies. Nos pensées vont particulièrement à nos forces armées et de sécurité, engagées sur différents fronts militaires, qui assurent jour et nuit, au prix de leur vie, la sécurité de nos frontières et la défense de l'intégrité du territoire national. À en croire Christophe Mbosso, le président rwandais Paul Kagame a mis en place un régime de terreur, un État voyou qui vit des richesses du sang du peuple congolais, se faisant même classer sans honte ni vergogne parmi les producteurs du meilleur coltan du monde, alors qu'il n'y a pas ce type de minerai sur son territoire, a souligné le président de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso. Après 3 mois de vacances parlementaires, les députés et sénateurs ont repris le chemin du Palais du Peuple. L'ouverture solennelle de la session de mars à la Chambre haute du Parlement était présidée par le président Modeste Bahati Lukwebo. Dans un long discours, le speaker du Sénat est revenu sur la situation générale du pays, de la sécurité à l'économie, en passant par le social des Congolais et les élections qui pointent à l'horizon. À cette occasion, Modeste Bahati Lukwebo a appelé les Congolais à se mobiliser derrière le chef de l'État contre l'agression rwandaise. C'est ici l'occasion pour moi d'inviter le peuple congolais dans son ensemble à se mobiliser derrière le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, qui ne ménage aucun effort pour que la sécurité, la bonne gouvernance et la paix totale règnent dans notre pays. C'est dans cette même note que s'inscrit ma récente mission parlementaire en Belgique et au Grand-Duché du Luxembourg, où j'ai exhorté mes hôtes de hausser le ton pour exiger du Rwanda, à toutes les voies possibles, de cesser les opérations macabres qui mènent sur le territoire congolais.
Il faut noter que cette session de mars s'ouvre sous une note triste due à la mort tragique du sénateur Flori Toumba le 22 février dernier suite à un incident survenu à son appartement. Son fait prévu, c'est ce vendredi 17 mars que le corps du sénateur élu de Chikapa sera inhumé au cimetière des Nécropoles 1 entre terre et ciel. Contrat chinois en République démocratique du Congo, le président de la République, Félix Tshisekedi, appelle à la révisitation du contrat 6 communes pour corriger les désavantages subis par la RDC dans la conception et dans la mise en œuvre de cet accord. C'était lors du Conseil des ministres de vendredi 17 mars 2023. Docteur Jean-Pierre, votre réaction par rapport à cette décision du président de la République? Mais c'est tout à fait logique. S'il apparaît que lors des contrats signés entre les Chinois et les Congolais, qu'il y a eu des vices, des procédures ou des vices dans certaines choses, que ça soit corrigé. C'est tout à fait naturel. Vous avez suivi tout ce qu'on a dénoncé sur facturation. C'était avec l'ancien régime, le régime de Joseph Kabila Kabange. Comment vous pouvez interpréter cette situation révélée aujourd'hui par l'IGF? Ça ne peut pas nous étonner. Vous savez très bien que l'ancien régime de M. Kabila pendant 18 ans a été caractérisé par cette mégestion-là. Les détournements, les vols, les gaspillages, tout ça. Ça ne peut pas nous étonner que tous ces contrats signés à l'époque de M. Kabila, tout ça, donnaient tout gratuitement aux étrangers. Mais il en avait l'intérêt. Il en avait l'intérêt? Oui. Donc, parfois, il était actionnaire dans ces mêmes entreprises. Et vous savez ça. Donc, tout ça, c'est connu. Ça ne doit pas nous surprendre aujourd'hui. C'est normal que le président de la République, aujourd'hui, découvre tout ce qui a été fait. Pas dans l'intérêt du peuple congolais, pas dans l'intérêt de la nation, puisse dire non, il faut rectifier. C'est tout à fait normal et nous l'encourageons. Et dans tous les domaines confondus où le peuple congolais a été lésé, que ça soit réparé. Félix Tshisekedi avait promis de ne pas fuiner dans le passé et avec les révélations de l'IGF, quel doit être l'essor de toutes ces personnes impliquées Mais quand vous dites qu'il ne doit pas fuiner dans le passé... Lui-même avait dit qu'il ne finira pas dans les passés. Il ne va pas finir dans le passé, ça veut dire il ne va pas s'intéresser à la vie des gens. Bon, toi tu as détourné l'argent, tu as volé, c'est là. Ok, vous avez volé, maintenant c'est fini. Mais ça, c'est l'État congolais, s'engage l'État congolais, s'engage le peuple congolais. Nous ne pouvons pas laisser dire, oui, je ne vais pas finir dans le passé, quand les Chinois sont en train encore de profiter. Non, les gens confondent parfois les choses. C'est-à-dire, quand tu finis dans le passé, la chasse aux sorcières, ça n'a rien à voir sur le plan politique. Ça n'a rien à voir? Oui. Et quel doit être l'essor? Ici, aujourd'hui, eh ben, nous nous rendons compte que les Chinois vraiment nous profitent. Il n'y a pas, le peuple congolais ne se retrouve pas. Oh, full stop. Maintenant, remettons tout à plat. Qu'est-ce qui revient aux Congolais? Qu'est-ce qui vous revient en fonction de votre investissement? Ok? Nous n'allons pas laisser les Chinois faire tout ce qu'ils veulent, puisque le président a dit, je ne vais pas finir. Par rapport à cette situation, des sources ont dénoncé la semaine une messe noire à Dubaï. Hein? Vous savez, les 18 ans de Kabila, c'était une catastrophe pour ce pays. Non mais attends, le camp de Kabila ne cesse de s'applaudir pour dire qu'ils ont fait un bon travail. Non, laissez-moi tomber. Leur budget pendant 18 ans était de 4 milliards de dollars. Alors vous voulez dire que Kabila n'a rien fait de bien? Attends, en 2 ans, nous avons 16 milliards de dollars. Kabila a fait quelque chose de bien, mais pour lui, comme il a construit Kingakati. C'est tout ce qu'il a fait de bien pour la RDC? Mais pour lui. Pour lui seulement. Mais il a vendu ces pays. Quand vous parlez des contrats chinois, là, il a vendu ces pays. Et regarde la Gécamine. Il a saucissonné les Gécamines pour vendre, émietter les Gécamines et se taper aussi la part du lion dedans. Ce qu'il a bien fait, c'est la ferme qu'il a construite pour lui à Kingakati. Ni plus ni moins. Il a quand même laissé le code minier applaudi aujourd'hui par certains. Ah, le code minier n'a pas été revisité.
Ce qu'il a fait de bien, c'est le Kingakati qu'il a construit. Mais pour le peuple, non. Il a laissé l'armée infiltrée par les Rwandais. 18 ans d'infiltration. Il était là, non? Mais c'est pas lui qui avait amené les Rwandais, non? Il a trouvé la situation. Ah bon, il a trouvé la situation. Comme tu sais qu'elle dit aujourd'hui aussi, qu'est-ce que vous dites là? On continue à parler aussi des Rwandais, non? Aujourd'hui, s'il y a l'insécurité à l'Est, il doit en savoir quelque chose. Kabila doit en savoir quelque chose alors qu'il y a certaines personnes, notamment le prix Nobel, qui disait que la situation s'est empirée depuis que tu sais qu'elle dit là. Celui-là raconte, puisqu'il a des visées politiques. Je peux vous montrer de A à Z que Kabila en est pour quelque chose. Ah, lorsque nous allons parler de la situation sécuritaire. Mais oui, je vais vous dire. Rentrée parlementaire, vous avez suivi les différentes allocutions du président du Sénat, mais aussi l'allocution du président de la Chambre basse du Parlement. Oui. Et quelle est votre analyse? Un discours en cette période. Attends, je vais vous dire une chose. D'une année électorale. Est-ce que c'est la première fois qu'ils parlent, ces gens-là, de l'insécurité à l'Est? Ça ne tombe pas du haut tout d'un coup. Ah, l'insécurité à l'Est. Non. Ce n'est pas la première fois que le président du Parlement ou du Sénat parle de l'insécurité à l'Est. L'insécurité à l'Est n'a pas commencé aujourd'hui. Souvenez-vous, madame, il n'y a pas longtemps, le président du Parlement lui-même dénonçait que parmi les députés, les gens qui sont au Parlement, ce sont eux qui entretiennent l'insécurité à l'Est. Mais quand il parle aussi de l'insécurité aujourd'hui, c'est comme s'il découvrait ça. Ça, c'est cette politique de l'autre. On a mis la main dernièrement sur un député, hein, oui, un élu qui avait... Je vous dis, voilà, c'est pour vous dire que cette situation-là date de longtemps. Kabila n'en est pas, comme je vous dis, exempt. Ok? Il en est l'auteur, comme tant d'autres. Comme tant d'autres. Comme tant d'autres. Vous connaissez. Mais allez demander au président du Parlement. Quand il dénonçait là, vous là, c'est vous qui financez. Est-ce que j'invente? Vous avez quelque chose contre l'ancien? Non, mais puisqu'en dénonçant ça, il n'a jamais rien fait pour que ces gens-là soient traduits en justice, pour que ça ne puisse pas continuer. Il a dénoncé, un peu il s'est assis dans son fauteuil de président du Parlement et c'est fini. Qu'est-ce que nous avons dit? Là, vous parlez de Christophe Mbosso. Je demande si vous avez quelque chose contre l'ancien président Joseph Kabila Kabange. Je n'ai rien contre eux. Ce sont des personnalités qui ont dirigé ce pays ou qui dirigent ce pays. Le sénateur à vie, Joseph Kabila. Voilà le sénateur à vie, comme vous le dites. On n'a pas seulement les droits, on a aussi les devoirs. Ok? Ces gens ont failli à leurs devoirs. Ils ont failli à leurs devoirs. Qui ont failli? Les présidents de l'Assemblée nationale, les présidents du Sénat, ou Joseph Kabila Kabange? Tous ceux qui avaient responsabilité. Toutes les personnes qui avaient responsabilité. Par rapport à l'insécurité qui règne actuellement. Et comment voyez-vous aujourd'hui l'attitude de Joseph Kabila Kabange après la passation pacifique du pouvoir? Attendez, vous parlez passation pacifique, passation pacifique. Il faut qu'on dise quoi? C'était une passation pacifique. Laissez avec les légions, tout ça, passation pacifique, passation pacifique. C'était quoi? Je vais vous dire une chose, madame. Il n'y a pas de passation pacifique. C'est un droit. Celui qui a gagné devrait récupérer les sièges de président puisqu'il a gagné les élections où on a proclamé que c'est lui qui avait. Donc, il était obligé. Si Kabila voulait faire la guerre, donc Kabila avait l'autre intention de faire la guerre. Pourquoi on doit parler de passation pacifique? Il avait l'intention. Attends, non. Dans d'autres pays, quand il y a les élections et que vous avez échoué, c'est normal que vous cédez le pouvoir à celui qui a gagné les élections. Est-ce qu'on parle de passation pacifique? Ça, c'est un devoir dont on ne peut pas parler du mot passation pacifique. Sauf si on avait des arrière-pensées de ne pas céder le pouvoir. Ah, donc c'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire. Si je vous comprends très bien. Puisqu'il est naturel, quand vous concourez tous à avoir un poste, ok? Eh bien, il s'est fait que vous n'avez pas la majorité. Celui qui a la majorité, il gagne. Il doit être naturel que vous cédez le pouvoir à celui-là. Si maintenant vous devez parler, oui, il y a eu passation pacifique, c'est comme si vous aviez
des arrière-pensées et que vous ne vouliez pas céder ces pouvoirs. Probablement, on parle toujours de passation pacifique. Lui-même, il avait dit. Attendez, oui, probablement, si vous parlez de passation pacifique, c'est vous dire que ces messieurs-là n'avaient pas l'intention de laisser pour le pouvoir. Vous comprenez? C'est ce que ça veut dire. Madame, Messieurs, prenons à présent ce dossier. Année 2023 en République démocratique du Congo, une année électorale. Selon les calendriers publiés par la CENI, les deux chambres du Parlement vont examiner et adopter, à l'issue des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs en cours, la loi portant répartition des sièges, circonscription par circonscription électorale, pour les élections législatives, provinciales, municipales et locales. Comme vous le savez, cette loi devra être promulguée au moins un mois avant la date prévue pour les opérations de dépôt et d'examen des candidatures. Pour permettre à la CENI de faire aboutir les processus en cours, la représentation nationale demande au gouvernement de la République de poursuivre la mise à la disposition de la CENI de ressources financières prévues dans la loi de finances de l'exercice 2023. Dans ce même objectif, toute assistance technique, logistique ou financière de la communauté internationale est la bienvenue. Quant aux rumeurs et déclarations malencontreuses distillées dans les médias et les réseaux sociaux au sujet du processus électoral de 2018, je tiens à préciser une fois pour toutes que ce débat est révolu. Le processus a incontestablement connu un gagnant. Les institutions ont été établies, installées. Et la République démocratique du Congo a un président de la République, chef de l'État, en la personne de son Excellence, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, magistrat et commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise. Au cours de cette conférence de presse, le deuxième vice-président de la Commission électorale nationale indépendante a répondu à Corneille Nangaa, ancien président de la centrale électorale qui, sans gêne, s'est mis à raconter selon lui des choses pour se trouver de la compassion dans le chef des Congolais qui garde des mauvais souvenirs de son passage à la tête de la centrale électorale. Mais la vérité est têtue, indique le deuxième vice-président de la CENI. Didi Manara rassure que sous le leadership de Denis Kadima, la CENI a démontré à la face du monde, sans peur d'être contredit, que Corneille Nangaa ne peut pas être donneur de leçons. L'auteur de la déclaration peut-il être un modèle de gestion et donneur de leçons? Au-delà de toutes les considérations relevées ci-dessus, l'auteur de la déclaration ne peut s'ériger en modèle de gestion ni en donneur de leçons. Parlant de sa gestion, et s'agissant particulièrement des infrastructures, il est à noter que l'auteur de la déclaration a laissé dans son passif 2 points. Plusieurs arriérés des loyers des bâtiments abritant les installations de la CENI, tant à Kinshasa qu'à travers toutes les provinces. L'immeuble abritant le siège national de la CENI, l'immeuble où nous sommes, dans un état de délabrement très avancé, avec des installations sanitaires dégradantes. À en croire le deuxième vice-président de la centrale électorale, en quelques mois, l'actuel président de la CENI s'est démarqué de son prédécesseur. Pour redorer le blason de l'institution ternie par l'auteur de la déclaration, l'actuel management a acquis l'immeuble abritant le siège national de la CENI en initiant les travaux de réhabilitation du siège, particulièrement la rénovation de la salle des conférences à Bimanouman, où nous sommes, et ses dépendants, qui sont à ce jour embellis et équipés à la hauteur et au prestige de l'institution. Il en est de même des entrepôts centraux en cours de construction,
et le paiement des arriérés des loyers de tous les démembrements à travers le territoire national. Face à toutes ces évidences, l'on peut donc une fois de plus s'interroger si l'auteur de la déclaration peut vraiment s'ériger en donneur de leçons. Quoique Corneille Nangaa fasse, certains observateurs estiment qu'il est bien tard pour l'ancien président de la CENI de se tailler une place considérable dans le cœur des Congolais. Docteur Jean-Pierre Kankou, vous êtes de ceux-là qui n'apprécient pas le mode actuel de scrutin en République démocratique du Congo. Vous êtes également contre la démocratie à l'européenne. Que dites-vous, dites-nous, selon vous, que faut-il faire pour que la RDC ait deux choses à sa manière, ou qu'est-ce que vous proposez? Vous voyez, nous sommes un pays souverain. La souveraineté voudrait dire que nous devons être nous-mêmes maîtres de notre destin. Sur tout plan économique, social, tout ce que vous voulez. Même dans la gouvernance. Malheureusement, ce n'est pas ça. Nous avons copié d'autres formes de gouvernance qui viennent d'ailleurs, qui ne correspondent pas aux réalités sociologiques de notre peuple ou du peuple africain. Et puis nous nous retrouvons confrontés. Nous ne savons pas gérer ça. En 1981, quand on parlait qu'il y avait la dictature partout, Mitterrand, lors des réunions, c'est le président François Mitterrand, qui avait imposé aux pays africains soi-disant francophones, faisant partie de la francophonie, la démocratie. Il faut être démocrate. On a acculé au bout, tu es dictateur, tu dois être démocrate, et la démocratie, la démocratie. In fine, on a copié la démocratie sans savoir ni les tenants, ni les aboutissants. Je vais vous dire une chose. Si la démocratie était un outil pour que nous puissions nous développer, les Blancs ne nous auront pas imposé la démocratie. Écoutez ce que je vous dis. Si la démocratie était un outil pour que le peuple puisse se développer, l'homme blanc ne nous aurait jamais imposé que nous ayons la démocratie. Ah bon? Oui. La démocratie ne veut pas dire que vous allez vous développer, que vous allez avoir la prospérité. Vous comprenez ça? Ok. Et pour voir la démocratie, il ne faut pas nécessairement des élections. Puisque les élections... Attendez, je vais vous expliquer, je vais m'expliquer maintenant. Les élections ne veulent pas dire que vous allez avoir la démocratie. Les élections ne vont pas dire que vous allez avoir l'état des droits. Les élections ne vont pas dire que vous allez avoir la bonne gouvernance. Ça n'a rien à voir. Les élections, c'est un mode de sélection d'élites qui peuvent prendre les destins d'un pays ou d'un peuple. Exact. Donc il y a mille et une façons de choisir les élites qui vont prendre les destins. Et pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec le mode actuel? Pardon? Pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec le mode actuel Oui, le mode actuel, c'est un mode qui nous amène toujours à la dictature. Je vous donne un exemple. Vous savez, Hitler a été élu démocratiquement. C'était un pays démocratique, l'Allemagne. Qu'est-ce qu'on a vu à la fin? Ok? Donc, que les Blancs, que les Européens ne viennent pas nous imposer leur système de choix pour dire c'est comme ça que vous devez faire. Et qu'est-ce que vous proposez? Au contraire, je vais vous dire une chose. Au contraire, ah là là là, voilà un exemple qui m'arrive directement pour vous dire que les systèmes d'élection pour arriver à la démocratie, c'est une, je peux dire, une dictature justifiée. Une dictature justifiée. Oui, la démocratie, par les billets des élections, est une dictature justifiée. Comment ça? Je m'explique. Par un exemple tout à fait objectif. On dit que la démocratie est un gouvernement où le peuple détient le pouvoir. Ok? Et c'est le peuple qui décide.
okay, par les billets du Parlement dont les membres sont élus par les peuples. Okay? Prenons la France actuellement. Il y a la loi sur la retraite. 80% des Français, je dis bien 80% des Français ont refusé cette loi. La loi sur la retraite. Sur la retraite. Qu'est-ce qu'on constate? Les partis de M. Macron, ok, s'en passe de la volonté du peuple, fait voter cette loi-là dans les parlements. Un peu comme ça. Alors qu'on dit que les députés doivent représenter la volonté du peuple. Vous voyez que la démocratie par le biais des élections est une forme de dictature justifiée. Puisque maintenant les députés français, qu'est-ce qu'ils disent? Nous sommes élus par le peuple, donc nous devons faire ça. Par extension, c'est le peuple qui a voté la loi. Mais le peuple lui-même ne veut pas. Vous voyez que la Et démocratie... maintenant, qu'est-ce que vous proposez pour la RDC? J'ai beaucoup d'idées sur ça, mais je vais vous donner seulement un exemple simple. La vraie démocratie, où les députés n'est pas lié au dictat du parti, où les députés est censé faire ce qu'il doit faire pour le peuple, c'est choisir les élites par le tirage au sort. Par tirage au sort? Oui, je vous explique, c'est très simple et banal. Je suis en train de travailler sur ça et je ferai une conférence de presse pour présenter ces modes de fonctionnement. Donc par tirage au sort? Par tirage au sort, on choisit les élites par tirage au sort. Et c'est très facile et très simple. Et vous êtes sûr que le député que vous avez choisi n'est pas lié à un dictat d'un groupe de pression qui est à côté, qui va défendre les intérêts des multinationales. Lorsque l'autorité morale dit non, allez, vous quittez le gouvernement. Non. Quand l'autorité... Non, mais c'est le système actuel. Le système actuel. Quand l'autorité morale décide, ce n'est pas les peuples... Vous faites le contraire, on vous met à côté. Vous devenez un élément gênant. C'est une dictature. Donc c'est pour ça comme vous avez fait avec Jean-Marc Kabounda. C'est pour ça que je vous dis, c'est pour ça que je vous dis que moi je ne suis pas de l'idée. Non, vous êtes alliés. Alliés, oui. Okay. Quand je parle d'union sacrée, la nation. Ce monde actuel où les Français, comme Macron était venu ici parler des élections, ceci, cela, des choses qui ils se mettent des choses dont ils ne connaissent pas. Mais bon, au lieu de s'occuper des... Donc le peuple congolais avait raison de refuser qu'il vienne, non? Mais il est venu pourquoi? On avait besoin de lui. Pour aller visiter Bandal. Pour aller visiter Bandal. Il sait pourquoi il est allé visiter Bandal, non? Ok, ça c'est notre problème. Dites-nous alors, ce que vous proposez, tirage au sort, comment y arriver? Madame, c'est un processus facile et long qui va me prendre le temps pour expliquer le peuple congolais. Le processus par tirage au sort permet la liberté du député qui ne va pas être soumis par un groupe de pression. Permet aux députés de réellement porter d'abord l'intérêt et les doléances du peuple. Okay? Vous savez que tout passe par la chambre basse du Parlement, non? Par les parlements. Non, on peut élire les élites du Parlement, mais par tirage au sort. Non, c'est ce que je dis. Vous savez que les lois passent par le Parlement. Oui. Et comment vous allez faire pour faire passer ces documents? Mais les lois passent par le Parlement. Quand, je vous donne un exemple. Je vous ai donné l'exemple de la France. Ils ont mis une loi. Nous sommes d'abord au Congo. Ouais. Vous allez passer par un député ou vous allez attendre lorsqu'on sera élu? Non. Ok, on fait un système. Je suis en train de préparer ces projets-là. Le moment venu, je vous présenterai les projets. C'est un projet qui va refléter réellement ce qu'on appelle la démocratie, c'est-à-dire le pouvoir par le peuple et le peuple qui décide. Pourquoi? Ça va circuiter les pressions que les députés ont de la part de leur parti, qui sont sous la coupe des multinationales, sous la coupe des gens qui font des profits. En attendant l'arrivée de ce document-là, vous allez quand même participer au processus électoral en cours. En décembre déjà. Vous êtes prêts? Pour le moment, vous êtes prêts? En tant qu'un bon citoyen, la loi est là. Quand je présenterai les projets de loi là, si le peuple veut les soutenir, les soutiendrai. D'ailleurs, je remettrai ça à un député national pour puisse présenter ça au Parlement. Et puis, vous le savez très bien que cette session de mars va aussi statuer sur la loi sur le seuil. Est-ce que vous voulez... Qu'est-ce que vous voulez? Qu'on reconduise
Non, non, c'est non, je vais vous dire une chose. Un mot, on doit prendre le dernier dossier. Notre constitution n'est pas sans faille. Ok, il y a certaines choses qu'il ne fallait pas que ça soit là, mais qui soient là, mais puisque nous sommes légalistes, qu'il faut respecter. Et que quand nous aurons, il y aura peut-être une autre législature, nous allons revoir toutes ces failles-là pour que les pays fonctionnent, puissent fonctionner normalement. Et par rapport au seuil? Tout ça, ça à revoir. Ne me dites pas de donner des avis sans des études faites, sans Merci beaucoup. Madame, Messieurs, le dernier dossier de notre rendez-vous de la semaine pour parler de la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Devant la presse nationale et internationale, les ambassadeurs Michel Blanc du Gabon et Nicolas Rivière de la France, chef des délégations, ont confirmé toutes les affirmations contenues dans les rapports de l'ONU sur l'implication de l'armée rwandaise dans la guerre de l'Est et de la RDC. S'agissant des sanctions, les diplomates onusiens ont indiqué que le sujet est en examen au Conseil de sécurité. Le groupe des 15 membres de la mission du Conseil de sécurité s'est rendu à l'évidence de la situation humanitaire dramatique que vivent les populations du Nord Kivu. De son côté, l'ambassadeur Michel Xavier Biang a réitéré la volonté de l'ONU sur la nécessité d'aider la RDC à faire face à la crise humanitaire causée par l'exploitation illicite de ses richesses. La délégation onusienne met en avant le processus de Nairobi et celui de Luanda qui reste irréversible d'après elle pour une solution pacifique de cette crise. Tout comme le président français Emmanuel Macron, les membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont déclaré que la souveraineté de la République démocratique du Congo et le respect de son intégrité territoriale doivent être respectés. La balnéaire provenait de Kinshasa et s'est dirigée vers la province de l'Équateur. C'est au village Kabalekol, situé le long du fleuve Congo, à la rive du Congo-Brazzaville, que cette embarcation a été attaquée par des bandits armés, comme l'explique l'un des rescapés. bandi koluka armateur si bakoti na bachambre baye kokota na chambre armateur bapake arme eya naye nakuti na chambre bapake armateur naye kokoli na nzoto koli na nzoto nakangi ye toye kobotele munduki toye kokanga ye bato na banière bandi kobete toujours totie libosa banière togarde tobandi kocontinue voyage tokende po tokende komi tous intervention baye lisusu deuxième renfort na bango na deux personnes batikalaki wana moko akoki na bako moka trois bakisu baki oza renfort bayei po bayaki bazali plus ba 15 personnes. Les assaillants ont emporté toute l'embarcation avec les marchandises au village Ibali. Les victimes, pour leur part, demandent l'implication du gouvernement congolais pour reprendre leurs biens. Tout ça, c'est une côté, tout ça dans la famille, ma carte électorale, ça c'est le gouvernement tout ça mené na yango. Est-ce que autant pour la bamba ndeni sa carte électorale, gouvernement de la biso soin, à s'occuper biso un peu de moyens. N'importe quel côté biso nyo sote mais à sunga biso ta na mwa ndambo. Parce que ça peut renfort. Ya ba militaire ba ke na kozela biso marinière. Peut-être moi biloko musupe kontika na carte. Pour le moment, les 22 rescapés ont été accueillis à la cité de Kouamout. Le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, ne cesse d'exceller dans cet exercice de redevabilité. Ce jour, l'évolution du front diplomatique face à l'agression contre la RDC est au menu. Après la visite du président français Emmanuel Macron, la RDC a reçu une délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies. Christophe Lutundula a donné la position de la RDC devant ses membres du Conseil de sécurité. Nous avons dit à nos amis que si nous voulons construire une perspective de paix durable et un partenariat qui puisse rencontrer les aspirations des Congolais et leur donner une nouvelle espérance, nous devons poser le vrai diagnostic et
nous décider de prendre des mesures d'ajustement nécessaires, adéquates. Faut-il revoir les choses sur la présence de la MONUSCO? Là aussi, la RDC n'est pas partie par 4 chemins. Il ne sert à rien de maintenir un cadre comme celui-là, d'appeler les hommes et les femmes qui évoluent à obtenir des résultats si le mandat actuel de la MONUSCO n'est pas musclé, si la MONUSCO n'a pas les moyens de réaliser les missions qui lui sont confiées. Et cela, ce n'est pas de la complaisance. À ce sujet, Patrick Mouyaya a rappelé la responsabilité de la communauté internationale dans l'insécurité connue en RDC. Cela n'exonère en rien la responsabilité de la communauté internationale dès lors que l'origine de la crise en République démocratique du Congo, c'est l'arrivée des réfugiés rwandais. C'est l'histoire. Et même le prétexte fallacieux, utilisé aujourd'hui sans gêne d'ailleurs par le président Kagame, c'est de dire « je vais aller à la chasse des FDLR ». Aujourd'hui, les Congolais doivent être sûrs que jamais auparavant, la question de la sécurité n'avait été autant prise en charge, que nous sommes le premier à pouvoir trouver des solutions à nos problèmes et nous le ferons. Le porte-parole du gouvernement a cependant soutenu qu'il appartient aux Congolais seuls de se prendre en charge pour en finir avec cette agression du Rwanda. La République démocratique du Congo est agressée dans sa partie Est. 2023, une année électorale. Docteur Jean-Pierre Kankou, comment est-ce que vous voyez l'attitude de l'ancien président Joseph Kabila Kabange? Je ne sais pas quoi dire, puisque je ne sais pas si il veut faire de la politique ou il ne veut pas faire, ou il s'est retiré de la politique. Il est normal s'il s'est retiré de la politique qu'il garde silence. On a quand même vu beaucoup de gens s'exprimer, même le prix Nobel de la paix, Denis Mukwege. Oui, mais je vous dis, ça dépend des politiciens, la société civile, la population elle-même. Je vais vous dire une chose. Nous sommes Congolais. Tous nous sommes affectés par la situation de notre pays. Émotionnellement, on ne peut pas vivre sans se poser des questions. Quel genre de questions? Nos frères et sœurs qui sont à l'Est, qui depuis 20 ans sont toujours dans la tourmente. 10 millions de gens qui meurent, qui sont morts et qui continuent à mourir jusqu'à ce jour. Il faut ne pas avoir l'amour de ces pays, nous avoir ne fût-ce que l'amour du prochain pour ces terres, faire comme si rien n'était. Maintenant, tu me parles du sénateur Kabila. C'est son choix. Est-ce qu'il en a marre de la politique? Est-ce qu'il est insensible aux morts, aux femmes, aux enfants, aux vieillards qui meurent tous les jours? Est-ce qu'il est insensible aux orphelins, aux veuves? Ça ne lui dit rien. Je ne vais pas juger. Nous constatons seulement que c'est comme la politique de l'Autriche. On sait, mais on enfonce la tête dans les sables. Vous l'avez accusé tantôt d'être responsable de cette situation. J'ai dit qu'il en sait quelque chose. Pourquoi? Oui, et pourquoi? Je peux dire. Et pourquoi? En tant que président de la République pendant 18 ans, il était le garant de la nation et du bon fonctionnement des institutions. Par conséquent, si pendant cette période, ça n'a pas marché, les institutions n'ont pas marché, et qui n'a pas garanti la souveraineté du pays, il en est responsable. Mais les gens estiment qu'aujourd'hui, que c'est Tshisekedi qui a vraiment empiré la situation dans l'Est. Parce que, par exemple, Kabila n'avait pas voulu amener la RDC dans l'EAC, mais Tshisekedi l'a fait. Je vais vous dire une chose. Puisque vous parlez de l'insécurité. Vous avez vu partout dans le monde entier, quand un individu prend le destin d'un pays, qu'il y a eu des choses si graves qui se sont passées,
il a les droits, les devoirs plutôt, de passer devant le peuple et leur dire ce qui s'est passé et s'exprimer. M. Kabila ne s'est jamais exprimé sur la guerre de l'Est, alors que c'est pendant qu'il était le président que tout s'est passé. Je vais vous dire une chose, pourquoi je vous dis qu'il en est pour beaucoup. Dites-nous. La première chose, à l'époque de la création du M23, le président Kabila était en exercice. Souvenez-vous, en 2011 ou en 2013, le président Kabila a autorisé l'armée rwandaise pour entrer au Congo sans aval du Parlement. Et ça a entraîné la démission de M. Kamere. La première chose. Président de l'Assemblée. Première chose. La deuxième chose, pendant cette période-là, c'est lui qui fut le chef d'état-major de l'armée rwandaise et James Kabarebe. Mais James Kabarebe était qui? Était aussi chef d'état-major de l'armée congolaise. Et M. Kabila était son adjoint. Vous comprenez les liens? Ce n'est pas aujourd'hui qu'on découvre que le M23 qui avait des Rwandais. À l'époque où Kabila était encore en exercice de la création des M23, c'était des Rwandais qui étaient dans le M23. Et c'est eux qui étaient responsables de M23 et M. James Kabarebe, qui était chef d'état-major de l'armée congolaise avant, et puis il est devenu chef d'état-major de l'armée rwandaise. Vous voyez les liens que Kabila a avec ces gens-là. Ok. Autre chose. En 2016, ce que les gens ignorent, quand il n'y a pas eu les élections, qu'il y a eu la révolte populaire qui voulait s'enflammer, M. Kabila a fait venir, aurait fait venir, les éléments de M23 sous couvert de la police congolaise, ici à Kinshasa. Heureusement que vous parlez au conditionnel. Je dis, il n'y a pas de fumée sans feu. Puisque je n'étais pas là, j'étais à l'étranger, aurait fait venir les éléments. Le problème, c'est que tant que nous disons la vérité, puisqu'il faut crever l'abcès, eh bien, cette insécurité doit continuer. Donc, attendez, vous m'avez parlé du silence. C'est pour ça que je vous dis, M. Kabila, au lieu de s'éterrer dans le silence, il doit passer devant le peuple, leur donner les explications, puisqu'il a été président de ce pays. Ça, c'est une chose. Mais regardez l'astuce. M. Kabila, c'est sa chance ce qu'il a fait. Il fait voter avant son départ, il fait voter une loi où un président de la République ne peut pas être poursuivi, alors qu'il est un citoyen comme tout autre citoyen. Il fait voter une loi qui soit sénateur à vie, pour après nous dire « Ah, j'ai l'immunité en tant que sénateur ». Mais il mérite quand même, non? Non, attendez, madame, vous me posez une question pertinente. Ça, c'est des choses où le peuple doit savoir. C'est pour ça que moi, je lance vraiment un appel aux députés actuellement au Parlement. Cette loi qui donne l'immunité à vie d'un président de la République doit être abolie. Ils doivent siéger rapidement en session extraordinaire et débattre cette question. Quand ils auront débattu cette question, ils feront venir Kabila devant le Parlement pour qu'il puisse s'exprimer. Et vous saurez la vérité. C'est pourquoi j'ai dit qu'il en est pour beaucoup. Il en est pour beaucoup, selon vous. Oui. Même si pour certaines personnes, c'est la personne qui avait quand même plus protégé. En tant que Congolais, il a protégé la population. Vous dites en tant que Congolais. Bien sûr, président de la RDC en tant que Congolais. Il a choisi d'être Congolais et nous l'avons accepté. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Quand vous avez des nationalités, vous pouvez choisir de prendre une si un des pays ne veut pas que vous ayez une double nationalité. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Qu'est-ce que vous voulez dire? Notre ancien président avait une double nationalité, des mères rwandaises et des pères congolais. Donc, ne faites pas... Non, mais c'est connu que le père de Kabila, c'est congolais, le feu Mouzé. Mais c'est vrai, j'ai dit, oui. Il a choisi d'être congolais. Il pouvait choisir d'être rwandais aussi. Hein. Vous avez parlé des élus nationaux aujourd'hui. Il y a un autre débat, la loi Tchani. Voilà l'importance de la loi Tchani. Ça, tout Congolais. Il y a même une marche tout Congolais, qui a été organisée lors de la rentrée parlementaire. J'ai dit tout Congolais
qui aime ce pays, qui ne va pas des sentiments, qui aime ce pays, qui aime l'avenir de ce pays, pour ses enfants, pour que demain, ses enfants, ses petits-enfants... Comme Joseph Kabila Kabange qui a aimé ce pays. Dans tous les pays du monde, il y a toujours des exceptions. Tu prends les États-Unis. Quand tu es né des pères et des mères américains, du fait que tu es né en dehors des États-Unis, tu ne peux jamais devenir président. Ils ont leurs raisons, leurs arguments pourquoi ils ont fait ça. Mais nous avons nos raisons et nos arguments pour dire que pour être président de la République, il faut être des mères et des pères. C'est pour ça que nous soutenons la loi Tchani. Et je demande à nos frères qui sont députés, celui qui va voter contre cette loi, nous allons faire campagne pour qu'il ne soit pas réélu. Ah, oui. Et si la loi ne sera pas alignée, qu'il ne sera pas aligné aux matières inscrites pour cette session. Nous saurons qui est-ce qui a fait pour que la loi ne soit pas alignée. Mais on a donné quand même des responsabilités à ceux-là qui sont des pères et des mères qui n'ont rien fait, qui ont montré leur incompétence. Parlons les choses ouvertement. Vous parlez que nous sommes infiltrés. On vient d'arrêter notre député là qui était infiltré. Pourquoi? Non. Dans le monde entier, ce n'est pas une discrimination. Nous voulons assurer notre survie. Les peuples congolais aujourd'hui, nous ne savons pas si nous allons vivre demain, on va couper le pays à 1000 morceaux, balkanisation, tout ça. Non. Mais dans cette situation de l'insécurité, il y a aussi des Congolais, non? Les quoi? Les Congolais qui ont facilité la situation d'insécurité. Il n'y a pas de brebis galeuses, madame. Ils ont été achetés, leurs consciences ont été achetées. C'est normal. Dans un pays, je vais vous dire une chose, dans un pays où il n'y a pas de contraintes, c'est l'anarchie. Dans notre pays, il n'y avait plus de contraintes, c'était l'anarchie totale. Et voilà les résultats. Félix Tshisekedi a tout fait, il est sur tout le front pour rétablir la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo. Jusqu'à ce jour, on continue toujours, on assiste toujours à des violations de cessez-le-feu par le M23 et les gens estiment que ces fronts ont montré des limites. Quelle autre alternative pour le président de la République? Je vais vous dire une chose. J'ai été passé sur la TNC, on critiquait le président de sa diplomatie. Mais aujourd'hui, qu'il voyageait beaucoup, qu'il dépensait beaucoup d'argent. On a dit qu'il était devenu un oiseau voyageur. Voyageur. Mais aujourd'hui, les gens peuvent comprendre. C'est grâce à ces voyages que s'il prend de la diplomatie, les Rwandais aujourd'hui est mis à nu. Vous comprenez? C'est qui lui jeter la pierre, ne peut plus ouvrir la bouche. Ah, pourquoi il voyage? Pourquoi il voyage? Sur le plan diplomatique, nous avons gagné la bataille. C'est une bataille de... Oui, c'est une bataille de gagner. Mais il n'y a pas de paix. Les États-Unis, attendez, les États-Unis ne pouvaient pas aujourd'hui condamner les Rwandais. Tous les pays du monde, l'Europe même ne pouvait pas. Regarde, Macron est arrivé ici, il ne savait même pas condamner les Rwandais. Il avait de l'eau dans la bouche, il ne savait même pas parler. Pourquoi? Ils savent pourquoi ils ne savaient pas parler. Mais tout le monde sait maintenant, même en France, tout le monde sait maintenant les rôles néfastes, les rôles tout à fait... Macron l'avait aussi dit, le problème de la RDC, c'est la RDC lui-même. C'est la RDC lui-même. Mais c'est pour ça que je vous dis... Est-ce qu'il faut-il toujours faire recours aux autres forces pour restaurer la paix? Vous m'avez posé la question, je vais vous dire c'est le président de la République, mais je voulais seulement ouvrir une parenthèse par rapport aux gens qui les critiquaient, qui voyageaient beaucoup, qui voyageaient beaucoup. Voici les résultats sur le plan diplomatique de ces voyages. Mettons ça à côté. Maintenant, vous parlez de l'armée. Ce n'est pas une confidence. Vous pouvez poser la question à tous les responsables militaires ou tous les... c'est la première fois qu'on a dépensé autant d'argent pour l'armée congolaise. L'armée congolaise était démunie de matériel, il n'y avait pas des armes, il n'y avait rien du tout. Mais que faut-il aujourd'hui pour la paix? Attendez, pour la paix. Partons du passé. Oui, un mot parce que nous sommes pratiquement à la fin. Ok, partons du passé pour parler, justifier ce qui est aujourd'hui. Dans l'armée congolaise, on nous a menti qu'il y avait 150 000 hommes. Il n'y avait même pas 100 000 hommes, moins que ça. Ok, vous comprenez? Le président arrive, on le parle, vous avez 150 000 euros. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement à la fin. Madame, vous soulevez des questions très vitales pour que notre, population sache. Ok, le président arrive. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à réformer l'armée. Il a commencé à équiper l'armée. Il a déjà commencé à enrôler les jeunes gens
congolais. Comme je vous dis, Rome n'a pas été bâti en un jour. Moi, je vous ai toujours dit, j'avais dit au moment où on m'avait posé cette question, les Rwandais doivent réfléchir. Nous sommes 100 millions d'habitants. Il suffit que nous prenions 6 mois et nous nous organisons, nous pouvons marcher sur les Rwandais même s'il a des armes. Ok? Donc, nous prenons le temps. Si les Rwandais ne changent pas, eh bien, nous prendrons maintenant des mesures très sévères. Donc, nous allons déplacer la guerre. Au lieu qu'elle se fasse au Rwanda, il faut qu'elle se fasse sur le sol congolais. La guerre se passera sur le sol rwandais. Ah ça, bon? c'est ce qu'il faut faire. C'est ça? Oui. C'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut ça sera faire. fait quand? Je ne vous dis pas quand, mais ça, nous y pensons beaucoup et nous poussons les responsables militaires et les autorités actuelles de déplacer les centres de la guerre. Les centres de la guerre, si les Rwandais ne comprennent pas, sera sur le sol rwandais, pas sur le sol congolais. Docteur Jean-Pierre Kankou-Mukendi, je sens que vous avez beaucoup à dire. Hein. C'est quand c'est la situation sécuritaire, mais le temps nous manque. Mais quand nous avons l'occasion de vraiment conscientiser notre peuple, la population et soutenir notre président dans sa politique, avec ses qualités et ses défauts, je ne dis pas qu'il est tout nickel, qu'il a tout réussi. Mais actuellement, c'est lui qui aime ces pays, qui l'aime vraiment jusqu'à mourir, comme j'aime ces pays jusqu'à mourir. Ah, vous aimez ces pays jusqu'à mourir? Oui, moi j'aime ces pays jusqu'à mourir. Je suis prêt à mourir pour ces pays. Je n'ai jamais appris à prendre recruté dernièrement dans l'armée. Hein? Mon âge, je n'ai jamais appris à manier l'arme et mon âge ne me permet pas. Mais les jeunes gens, aujourd'hui... Vous avez envoyé vos enfants? Mes enfants, oui, j'ai des enfants là-bas. Et mes cousins même, mes neveux sont dans l'armée. Je ne vais pas citer leur nom, tout ça. Mais mes neveux sont dans l'armée. Waouh, c'est complètement fini. Voilà. Adressez-vous à cette population qui est en train de vous suivre maintenant. Regardez la caméra. Moi, chers frères, chères sœurs, je suis un citoyen congolais. Je suis un citoyen congolais qui aime ce pays. Quand je parle avec mon âme, je parle avec les larmes qui coulent. Donc je vous dis, nous devons être souverains dans tout ce que nous faisons. Et pour cela, nous devons soutenir les nôtres. Les nôtres aujourd'hui qui dirigent ce pays, c'est le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Il a ses qualités, il a ses défauts. C'est pour cela que nous sommes là à côté de lui pour lui dire, ça c'est bon, ça c'est mauvais. Et ayons la franchise de lui dire, ça ne va pas, ça va. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'état des droits est un fiasco total. Donc, on n'a pas construit Rome en un jour, mais il faut reconnaître là où on n'a pas construit, qu'est-ce qu'il fallait faire et qu'est-ce qu'il faut faire. C'est pour ça que je vous demande, bon, les échéances arrivent, les échéances des élections. Ne vous laissez pas berner. Vous connaissez tous ceux qui ont dirigé ces pays, qui roulent dans des belles Mercedes, dans des avions, et les autres qui savent de vérité et qui s'enterrent dans les sables comme l'Autriche. Alors que notre pays souffre et souffre beaucoup, 10 millions de morts. Soyez conscients de l'avenir de demain dépend de ce que vous allez faire aujourd'hui. Merci beaucoup. Occasion pour nous en ce mois de mars de rendre un vibrant hommage à toutes ces femmes battantes et courageuses de la République démocratique du Congo. Madame, Monsieur, Info 7 de ce dimanche a reçu pour vous le docteur Jean-Pierre Kankou-Mukendi, président du mouvement Debout Congolais et allié au parti au pouvoir et membre de l'Union sacrée de la nation. Merci d'avoir répondu à nos questions. Bien, merci beaucoup. Merci à vous, Madame, Monsieur. Je ne cesserai de le dire. Info 7, une émission de Congo Web Télévision. Info 7, votre magazine. Info 7, notre émission. Merci de continuer à faire confiance à Congo Web Télévision et merci de rester fidèle sur la chaîne Haute Définition. Et surtout, n'hésitez pas de nous contacter, de nous écrire. Et surtout, nous encourageons aussi les femmes à venir décortiquer l'actualité dans votre magazine. Eh bien, c'est l'heure. Merci, on se retrouve prochainement pour un nouveau numéro. Au revoir.